Nous avons effectivement pour l'Institut Montaigne réalisé ce rapport que j'ai ici. Il y a maintenant un an, il a été diffusé en avril 2020 et puis il a été bâti à partir d'une enquête que nous avons menée auprès de 3000 jeunes en nous inspirant de ce qui avait été fait aux États-Unis par le Pew Research Center qui s'intéressait au harcèlement, au cyberharcèlement sur des enfants de 13 à 20 ans et nous avons voulu étendre le panel aux enfants de 11 à 20 ans, puisque 11 ans, c'est l'âge d'entrée en sixième, et souvent, cet âge correspond à la fourniture du premier téléphone portable par les parents. Donc ce sont 3000 adolescents qui ont été interrogés, 1000 parents de ces adolescents et 1000 Français représentatifs de la population française. La première chose que nous avons constatée, c'est l'ampleur du phénomène qui est identique à celui qu'on observe aux États-Unis, c'est-à-dire que 56% des jeunes estiment avoir été attaqués sur Internet au moins une fois, 35% estimant l'avoir été plusieurs fois. Alors, par cyberviolence, on entend tout ce qui est contenu, accès à des contenus violents, c'est aussi tout ce qui porte sur la rumeur, tout ce qui porte aussi sur la transmission de photos intimes et d'informations intimes. Phénomène massif, d'une certaine façon, avec une prévalence particulière pour les jeunes filles, puisque tous les taux de harcèlement sont 5 points plus élevés dès lors qu'on parle de jeunes filles entre 11 et 20 ans. Ce phénomène s'est amplifié pendant la période de confinement, puisque tout ce qui a été appel, notamment sur les plateformes de protection ont augmenté de 30%. Et puis, toutes les requêtes auprès des réseaux sociaux ont plus que doublé pendant la période de confinement, qui est liée bien sûr au fait que les enfants se sont retrouvés dans une situation plus cyber, en tout cas plus numérique qu'ils ne l'étaient avant le confinement. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est de constater que les jeunes sont conscients de la gravité des cyberviolences, puisqu'ils sont plus de 95% à considérer que ce sont des atteintes à leur intégrité et des atteintes à leur vie personnelle. C'est des taux qui sont plus élevés que ce qu'on observe chez les adultes, en particulier chez leurs parents. En revanche, ils sont plus de 60% à penser qu'ils maîtrisent leur vie en ligne, et là on est conscient, et on s'en est rendu compte à travers aussi des groupes, des focus group, qu'ils surestimaient leur capacité à maîtriser leur vie sur Internet. D'une certaine façon, les digital natives sont aussi des digital naïves, sans mauvais jeu de mots. Alors pourquoi c'est un enjeu complexe? Un enjeu complexe parce que dans l'univers Internet, contrairement à d'autres environnements, il n'y a pas de transmission, je dirais, intergénérationnelle de l'apprentissage, parce que les ados sont comme les adultes et comme les professeurs en situation d'apprentissage par rapport aux usages numériques et par rapport à l'informatique. Deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'il y a une divergence croissante entre l'usage digital des adultes et l'usage digital des adolescents. J'en veux pour preuve qu'à une époque pas si lointaine, la plateforme utilisée par tout le monde était Facebook. Aujourd'hui, Facebook est peu utilisé par les jeunes, et plus ils sont jeunes, moins ils utilisent Facebook. La première plateforme, c'est Snapchat. La deuxième, c'est Instagram. Et on voit chez les plus jeunes, c'est-à-dire à partir de 11 ans, TikTok, qui progresse très significativement. Donc en fait, la compréhension des usages par les parents de leurs enfants, elle est de plus en plus difficile. Et puis on sait bien qu'à cet âge-là, on n'a qu'une envie, c'est d'échapper au contrôle visuel et au contrôle parental. Ce qui est clair, c'est que l'éducation est clairement la meilleure réponse pour les adolescents dans ce contexte. Ils sont 67% selon notre étude à faire confiance à leurs professeurs lorsqu'il arrive un problème de type cyberviolence. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quasiment 70% des parents qui ne font pas confiance, en revanche, à l'éducation nationale pour résoudre ce type de problème. Et autre constat que l'on fait, c'est que les parents sont totalement démunis
face à cette situation. Ils sont plus de 60% à estimer ne pas savoir à qui s'adresser lorsqu'un problème de ce type se pose. Et on sait qu'on a un sujet de gestion de crise, puisqu'on estime à 10 jours le moment où il est trop tard pour intervenir et avoir échappé à la viralité et à l'amplification médiatique d'un problème de cette nature. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'éducation nationale, beaucoup de choses. En particulier depuis la réforme de 2019, avec le Code de l'éducation, où le droit de l'enfant est inscrit dans le Code de l'éducation, avec des programmes sur le harcèlement, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ce que l'on constate, c'est que maîtriser les usages, ce n'est pas maîtriser l'informatique. Et donc on a un vrai enjeu de distinction de ce qu'est un enfant qui maîtrise les usages numériques, et Dieu sait qu'il maîtrise les usages numériques, et la maîtrise de sa vie numérique qui exige des connaissances en informatique. Et c'est là que le bas blesse, parce que même si en 2019, on a commencé à mettre la spécialité numérique et sciences informatiques, on se rend compte qu'il y a en première et en terminale que 8% des enfants qui souscrivent à cette spécialité, qui s'y inscrivent, et avec un décalage entre les filles et les garçons, puisque ce 8% est composé de 15% de garçons et seulement 2% de filles. Et j'ai évoqué le problématique de prévalence sur des filles dans le domaine des cyberviolences. Donc il y a un vrai enjeu de promotion des spécialités informatiques, non seulement pour les enfants et singulièrement les filles, nécessité de faire en sorte qu'il y ait plus de professeurs et pourquoi pas créer une agrégation dans les sciences, dans le numérique et dans les sciences informatiques. Les parents, on le disait, sont démunis parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Et dans notre rapport, nous recommandons qu'il y ait un guichet unique et pas une dispersion des guichets comme on le constate jusqu'à présent, avec ce que vous avez dit, Madame la Présidente, c'est-à-dire que le cyberharcèlement se moque des géographies et se moque de la temporalité. Qu'en revanche, il y a un sujet, et je sais que vous y êtes attaché, c'est le sujet du lien entre cyberharcèlement et harcèlement. Il est fondamental de ne pas faire de distinction entre le cyberharcèlement et le harcèlement. 80% des ados considèrent que leur vie digitale, c'est pareil que leur vie réelle, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la distinction. Or, on sait que les attaques cyber, elles donnent souvent lieu à des attaques réelles, à la cour de récré, etc. Ce qui est difficile, et vous l'avez souligné, c'est que finalement le harcèlement qui devient cyber est sorti des cours des écoles et qu'il doit embarquer un grand nombre d'autres partenaires que sont les opérateurs téléphoniques, que sont ceux qui assistent les enfants lorsqu'ils pratiquent des activités sportives, etc., avec des horaires qui ne sont pas les horaires aujourd'hui des plateformes, puisque si je prends le 30-20 ou si je prends les autres plateformes, eh bien, elles sont ouvertes jusqu'à 20h. Or, les pratiques de cyberviolence ont souvent lieu en dehors de ces horaires, le week-end, etc., etc. Il y a trop, c'est pas qu'il y a trop de plateformes. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de préciser le rôle de chacun, surtout si l'on passe par un guichet unique. Si je prends Pharos, par exemple, ne gère pas les problématiques personnelles. Si je prends un autre type de plateforme, pour pouvoir déclarer une cyberviolence, il faut une adresse, un email. Pour un enfant de 12 ans, il n'a pas forcément son adresse email personnelle, et donc il est obligé de passer par ses parents. Et les parents, contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, ne sont pas forcément toujours, je dirais, les bons interlocuteurs, parce que parfois, ils ne veulent pas entendre parler, pour une jeune fille, des images intimes qu'elle aurait pu transmettre à ses petits camarades, etc. Donc on a un sujet du rôle des parents dans cet écosystème. Ce que l'on souhaite faire pour sensibiliser particulièrement les parents, les victimes, mais aussi les auteurs d'actes de cyberviolence, il y a 21% des jeunes qui estiment avoir été à l'origine ou avoir été complices
d'un acte de cyberviolence, que ce soit en transmettant une rumeur, en likant, je dirais, une photo intime, etc., ou une moquerie, c'est beaucoup. Sauf qu'ils sont les mêmes à considérer qu'en relayant une information, ils ne se font pas, je dirais, les complices d'une attaque, puisqu'ils estiment que c'est l'émetteur qui est complice de l'attaque. Donc il y a un vrai enjeu de sensibilisation au-delà de ce guichet unique qui consiste à faire, c'est ce que l'on recommande, une grande cause nationale des cyberviolences et du cyberharcèlement afin de sensibiliser l'ensemble des acteurs et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont particulièrement nombreux. Enfin, je voulais, parce que je crois que mon temps est peut-être imparti, vous me le direz, on disait qu'on a un sujet de plateforme. Alors, je sais que vous avez interrogé les plateformes la semaine dernière. On a un sujet de responsabilisation des plateformes. Ça, c'est une évidence. Ce que nous recommandons, c'est évidemment d'associer les plateformes à ce travail. Et elles ont fait énormément d'efforts ces dernières années. Je dirais, après l'accord de 2016 avec la Commission européenne sur la bonne conduite, je dirais que c'est, et je pense que tu diras la même chose que moi, c'est beaucoup à partir de 2018 et 2019 qu'on a vu vraiment les plateformes agir avec une certaine efficacité, mais pas toujours. Parce que, y compris dans l'accord avec la Commission européenne, c'est quand même à la liberté, on conserve la liberté des plateformes pour agir. Simplement, j'ai quelques statistiques, deux statistiques que je voulais partager avec vous. C'est que les requêtes faites à Facebook pour aller dénoncer un auteur de cyberviolence, elles ont doublé entre 2015 et 2019. Mais ce qui est intéressant, elles sont passées de 2005 à quasiment 6000. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils transmettent à hauteur de 70% des réponses, alors qu'avant, le taux de réponse positive était seulement de 40. Donc il y a ce phénomène qui est positif. Ce que nous recommandons à l'égard des plateformes, c'est bien sûr le soutien au Digital Service Act, à savoir la nomination d'un responsable légal dans chaque pays de l'Union. Et ce que nous recommandons, c'est de pouvoir auditer les plateformes en faisant des stress tests, c'est-à-dire auditer les plateformes par des auditeurs indépendants, parce que la tentation française, qui est un pays d'ingénieurs, ou qui se prétend être un pays d'ingénieurs, c'est toujours d'aller analyser les algorithmes. Et nous on se dit, il n'est pas forcément nécessaire d'analyser les algorithmes. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce qu'il ressort d'un algorithme en situation réelle. Et donc, à travers des audits et des stress tests, comme on fait dans l'univers de la finance, vous les mettez face à une situation je dirais, possible, et vous regardez comment ils agissent, quel est le timing de réaction, etc., etc. Il faut le faire avec eux, en concertation, parce qu'on est dans un univers qui évolue tellement vite que j'allais dire, le droit dur, il est obsolète après 6 mois. Et donc il faut arriver à avoir une hybridité de l'approche qui les embarque, mais un cadre juridique tout de même qui les oblige à être audités et qui permet à des auditeurs indépendants nommés et bâtis avec les pouvoirs publics d'aller faire des stress tests comme on l'a fait dans l'univers de la finance. Donc voilà, je dirais, si je devais résumer mon propos, il y a pour moi la grande cause nationale, le guichet unique, l'approche systémique qui consiste à embarquer tous les acteurs. Et quand je dis ça, j'insiste, et avec Gilles, on a même publié une tribune là-dessus, sur le fait de ne pas distinguer le harcèlement du cyberharcèlement parce qu'ils sont de plus en plus interconnectés, et pour l'enfant et pour l'ado, c'est clairement la même chose. Et enfin, la responsabilisation des plateformes, très claire, à travers ces audits et ces stress tests. Je ne dis pas que c'est du name and shame, mais c'est un peu ça, c'est de dire vous agissez correctement, vous êtes valorisés, il ne s'agit pas de les dénoncer, mais petit à petit de les amener à des pratiques plus transparentes, parce qu'on n'aura jamais une vue transparente sur les algorithmes, c'est des black box, il faut être chez eux pour comprendre ce qui se passe, et encore, c'est tellement, tu le sais, compartimenté qu'on n'a qu'une vue parcellaire. Donc analysons plutôt comment ils répondent à la cyberviolence, analysons cela, plutôt que d'aller vouloir absolument aller à Mountain View pour regarder comment ces algorithmes sont bâtis.
Merci, Monsieur Jadot. Je pense qu'il y aura des questions suite à votre intervention, mais je vais laisser d'abord la parole à Monsieur Boutard. Merci. Se présenter votre... notre technologie. Exactement. Merci effectivement de m'inviter aujourd'hui. Je vais me présenter effectivement parce qu'il y a peut-être des points qui peuvent vous intéresser. Donc, avant de rejoindre Bodyguard, moi j'ai travaillé 7 ans chez Google. J'en ai passé 5 très proches des plateformes comme YouTube, que je connais très bien. Et ensuite, j'ai fait 2 ans dans ça s'appelle google.org, c'est la partie philanthropique de Google. Donc, c'est pas une fondation, c'est la philanthropie d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis expert aussi de la fracture numérique. Donc, ça, c'est un sujet. Et deuxième sujet qui est la sécurité en ligne. Donc, j'ai bossé 2 ans sur ces sujets-là, en Asie notamment. Donc, je peux vous donner un éclairage sur ce que fait Google sur ces sujets-là et vous donner aussi peut-être... je ne vais pas taper dans leur dos parce que j'ai travaillé chez eux pendant très longtemps, mais vous donner peut-être un éclairage un petit peu différent et de l'intérieur, si ça vous intéresse. Surtout sur les propos effectivement de technologie, de machine learning qu'on maîtrise très bien. Bref, ça c'était l'introduction. Aujourd'hui, Bodyguard. Bodyguard, en fait, c'est une technologie qui détecte en temps réel les contenus toxiques sur Internet. C'est aussi simple que ça. On a en fait 3 produits. Le premier produit s'adresse en fait à monsieur, madame, tout le monde qui ont un réseau social et qui souhaitent être protégés. Comment ça fonctionne? Vous téléchargez l'application Bodyguard, vous la connectez à vos réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Twitch, Instagram. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un message qui est haineux qui vous est destiné, le message est intercepté et supprimé en temps réel. Le principe et la proposition de valeur qu'on donne, c'est on est protégé avant même d'être touché. En fait, ce que dit M. Jadot, c'est extrêmement important, c'est la prévention qui importe. C'est pas de report une semaine après que j'ai reçu des attaques. Donc on a cette possibilité-là. Elle est faite en accord avec les plateformes. C'est-à-dire que j'ai des accords de partenariat avec les réseaux sociaux pour pouvoir effectuer ces actions. Aujourd'hui, c'est 55 000 personnes en France qui utilisent notre application mobile de façon gratuite. On a commencé avec les artistes, donc c'est des influenceurs qui utilisent notre application, donc des influenceurs qui ont soit une sexualité différente, qui sont embêtés sur ces sujets-là, soit qui ont une origine qui n'est pas française, enfin bref, tous les sujets un peu clivants, entre guillemets, ils se font embêter. Donc on les protège donc du cyberharcèlement, du racisme, de l'homophobie, harcèlement moral, harcèlement sexuel, des insultes, les moqueries sur le physique, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, on est capable de les protéger. On a vu que ça fonctionnait avec eux, on a aussi des personnalités politiques, donc je peux en citer quelques-unes, Mounir Majoubi et Marlène Schiappa utilisent Bodyguard au quotidien. Et en fait, toute personne qui a une activité sur les réseaux peut utiliser notre application mobile. Aujourd'hui, on a à peu près 40% de nos utilisateurs qui ont moins de 18 ans. Et le principe de base de Bodyguard et pourquoi en fait on a créé cette technologie, c'est le phénomène d'autocensure. Aujourd'hui, l'autocensure, qu'est-ce que c'est? L'autocensure, en fait, c'est le fait de ne pas s'exprimer. Donc, vous avez fait référence au prix pour la démocratie. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, énormément de personnes qui ont des bonnes idées, qui sont, on va dire, saines d'esprit, quittent les plateformes parce qu'elles sont embêtées. Et ce qui fait que ça laisse la place, en fait, aux extrêmes, ça laisse la place aussi aux harceleurs, et en fait, on laisse une plateforme comme Twitter à l'abandon. C'est un peu à l'abandon. Et donc nous, on est là pour protéger les personnes qui ont des choses à dire, pour qu'elles puissent justement le faire en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment le principe de base de Bodyguard. J'avance. Ensuite, nous avons une solution pour les familles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'application mobile qui est utilisée par les adolescents. Quand ils sont cyberharcelés, on envoie une alerte aux parents en temps réel. L'alerte, c'est un email qui contient le message suivant. Bonjour, votre enfant XYZ a reçu une insulte de catégorie X, donc ça peut être moquerie, enfin tout ce que je vous ai cité, de sévérité basse, haute ou forte. On s'arrête là, en fait on alerte. Et en même temps que cette alerte, on envoie du contenu éducatif. Le contenu éducatif est créé avec des partenaires en fonction des pays, parce qu'on le fait dans l'Europe entière. Donc en France, on travaille avec e-enfance. Donc le contenu éducatif qu'on envoie aux parents provient de e-enfance.
Donc ça, c'est la solution pour les familles, comme on l'appelle. On a une solution, on ne va pas en parler énormément aujourd'hui, mais pour les entreprises, en fait, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui se créent tous les jours, et heureusement. Et on est là pour les accompagner dans leur logique de protection de leur communauté. Pourquoi on en arrive à se rencontrer aujourd'hui? C'est qu'au départ, YouTube n'a pas été créé pour harceler les gens, n'a pas été créé pour générer de la haine en ligne. Les réseaux sociaux ont été là pour créer du lien entre les gens. Les réseaux sociaux, ce sont des inventions qui sont fantastiques. L'innovation qui en découle est incroyable. TikTok, on a beau dire ce que vous voulez, mais c'est fantastique. La créativité qui sort de TikTok, c'est bluffant. Sauf qu'il y a des dérives. Ces dérives-là n'avaient pas été anticipées par les copains Google, Facebook, Twitter et compagnie. Donc tous les nouveaux réseaux qui se montent ont cette volonté d'être beaucoup plus sécuritaires, ce qui est génial. Donc nous, on est capable de les accompagner avec des idées, des recommandations et notre technologie justement qu'ils peuvent mettre au sein de leur application. Bref, donc voici les trois domaines d'application que nous avons. Je pense qu'on va s'arrêter plutôt sur la partie applicative pour Monsieur Tout-le-Monde et la partie justement pour les familles. Donc voilà en termes d'introduction. Si vous voulez que je vous parle un petit peu des plateformes, est-ce qu'ils font assez, pas assez, si ça vous intéresse. Alors, je vais corroborer les propos de M. Jadot. Il y a des progrès. En fait, les progrès sont faits au niveau du produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, Facebook ou un Twitter, c'est une plateforme où il y a un produit qui est donné, c'est-à-dire on va poster une photo, une vidéo, et ça s'arrête là. Ensuite, les gens vont pouvoir commenter, partager, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de logique de protection. En fait, le mot-clé, c'est la trust and safety. C'est quelque chose qui n'existait pas au départ au niveau des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, toutes les plateformes, je pense qu'ils ont dû vous en parler, ont créé des équipes gigantesques autour de la trust and safety. Comment on maintient nos utilisateurs sains et saufs? Comment on s'assure que tout le monde se porte bien? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont tout intérêt que ça se passe bien. Parce que si ça se passe mal sur le réseau, ils vont partir et les revenus qui vont avec vont diminuer. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut les pousser sur l'innovation de produits. Il y en avait quelques-uns qui étaient cités dans le questionnaire, qui sont effectivement très bons, mais c'est pas suffisant. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Moi, le point fondamental sur lequel je suis assez énervé, on va dire, c'est toutes les questions de reporting, donc de signalement. Le signalement, c'est un peu une vaste blague. C'est une vaste blague parce que, c'est déjà trop tard. Et donc que les plateformes se cachent derrière oui vous pouvez signaler, oui vous pouvez faire ça, oui vous pouvez faire ci après, moi fondamentalement ça m'énerve. Deuxièmement, le signalement ça fonctionne pas bien parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un signalement? Ça rentre dans ce que nous appelle une queue où il y a un ticket qui arrive, donc vous appuyez sur le bouton, ça va créer un ticket automatique pour que ce soit vu à un moment donné par des équipes de Trust and Safety. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que entre le moment où quelqu'un appuie sur le bouton je signale et le moment où quelqu'un va faire quelque chose, il peut se passer 2 heures, 1 semaine ou 2 mois. Il n'y a pas vraiment de certitude. Je vous donne un exemple. Sur Snapchat, est-ce que le groupe Ficha, ça vous parle? Est-ce que vous avez entendu parler de ces jeunes filles? Non. Pendant le confinement de l'an dernier, il y a eu des soucis sur Snapchat. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le principe des comptes Ficha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes, donc généralement des garçons, postent des photos de leurs anciennes copines, plus ou moins dénudées, ou qu'ils ont pu récupérer par-ci par-là. Ils créent des comptes géolocalisés. Donc l'exemple, c'était Le Havre. À Le Havre, voilà, ils ont créé un faux compte à Le Havre, Ficha Le Havre, et ils vont poster des photos de toutes les filles qu'ils ont pu trouver dénudées du Havre. Ce compte-là est public, et en fait l'idée c'est d'exposer toutes ces personnes-là à la vue de toutes les personnes qui habitent au Havre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille qui était à Vraise, dans la rue, on lui a dit 2 fois « Ah, je t'ai vu toute nue sur Snapchat ». Elle s'est défenestrée la semaine d'après. Ouais, c'était vraiment pas drôle. Donc qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il y a un collectif de jeunes filles qui en fait elles ont essayé de comprendre comment on fait bouger les plateformes sur ces comptes-là. Comment ça se fait que sur un compte où il y a que du contenu qui est quand même un peu border, qui est créé comme ça assez rapidement, il se passe rien quoi. Comment ça fait qu'il se passe rien? Donc en fait, elles se sont rendu compte que pour signaler ces comptes-là et les faire fermer le plus vite possible, il fallait actionner au même moment
et en nombre. C'est-à-dire qu'il fallait signaler le compte à peu près sur la même minute et il fallait que 2000 personnes le fassent. Donc elles ont organisé des groupes, non mais c'est dingue, hein. Elles ont organisé des groupes Facebook ou tout ce que vous pouvez imaginer pour que dire ok, on a trouvé tel compte, on va appuyer tous ensemble sur le même bouton. Et là ça marche. Donc c'est pour vous dire que le signalement, on n'y est pas encore. On n'est pas encore. Parce que après, je me mets à leur place. Combien de signalements par jour sur la plateforme ? Je n'ai pas le chiffre avec moi, mais c'est gigantesque. Comment on donne de la priorité à un compte par rapport à un autre, à un signalement par rapport à un autre ? Ensuite, est-ce que les gens utilisent bien les signalements ? Je ne suis pas sûr. Je pense que la plateforme s'en plaigne aussi. Enfin, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident comme problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut mettre de l'humain, un peu plus d'humain ? Est-ce qu'il faut mettre plus de technologie ? Enfin, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir à la création de compte, à l'anonymat. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait en amont du problème. C'est ce qu'on essaie de faire. Bref, bon, je m'arrête sur cette longue introduction, mais moi, extrêmement ouvert à la discussion, peu importe vos questions. Non, mais je pense que voilà, vos propos sont vraiment... ils viennent dans le prolongement de l'audition que nous avons eue sur les plateformes de réseaux sociaux et bon, ça donnera lieu à certainement des questions. Je laisse la parole à notre rapporteure, Madame Colette Mélot, qui aura elle aussi quelques questions à vous poser. Merci, chers collègues, Madame la Présidente. Je vous remercie donc pour ce premier tour d'horizon. Vous avez chacun présenté vos activités et brossé ainsi ce que vous faites et ce que vous avez constaté surtout. Hein, et cela constitue une utile contribution à notre réflexion. Je voudrais prolonger donc ce premier échange en vous faisant part de quelques interrogations. Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, nous avons auditionné les représentants des réseaux sociaux et de nombreuses contradictions sont apparues entre plusieurs principes. Alors, la protection des personnes versus le secret des correspondances. Ensuite, la liberté individuelle versus la communication de données personnelles aux réseaux sociaux pour faciliter la reconnaissance d'éventuels harceleurs anonymes. Enfin, on peut trouver à chaque fois un concept contraire qui ne permet pas d'aller plus loin. Voilà. Nous avons constaté qu'il y avait une prise de conscience, bien évidemment, mais voilà, on ne nous a rien proposé de très optimal pour pouvoir arrêter ce qui ne fonctionne pas bien. Alors, estimez-vous que la prise de conscience de l'ensemble de la société face au danger de cyberharcèlement soit suffisante ? Bon, ça résume le tout. Le dispositif juridique actuel est-il suffisant ? Faut-il le renforcer, notamment au niveau européen ? Parce que le renforcer au niveau de notre pays, ça ne va pas suffire, bien évidemment, pour accroître la responsabilité des réseaux sociaux. Faut-il mettre en place la règle du Golden Hour pour le retrait de contenu de cyberharcèlement au niveau européen ? Existe-t-il des approches différentes liées à des traditions juridiques distinctes ? De manière générale, avez-vous des idées pour renforcer la prévention du cyberharcèlement, que ce soit à destination des réseaux sociaux ou des utilisateurs ? Il peut s'agir de renforcer les sanctions, mais aussi la formation. Bon, je crois que les deux sont nécessaires. Au total, en tant que spectateur engagé des pratiques des réseaux sociaux, estimez-vous qu'ils ont amélioré leur politique sur la prévention et la lutte contre le cyberharcèlement au cours des dernières années ? Vous avez répondu déjà positivement, mais enfin, que suggérez-vous ? Qu'est-ce que vous voyez comme suite donnée à ce problème ? Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses et d'autres questions vont vous être posées, je n'en doute pas. Pardon. Je peux faire une toute petite introduction. Je pense que sur les sujets, on va dire, tu es un peu plus technique que moi.
Moi, je voulais commencer sur la partie effectivement juridique. Je discutais avec énormément d'avocats, j'ai discuté avec énormément d'entreprises juridiques aussi à l'étranger, notamment en Italie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, il y a un sentiment d'impunité et il y a un sentiment de peu importe ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. C'est pas grave. Le message qu'on veut passer avec Bodyguard et le message que je veux passer aujourd'hui, c'est qu'on a envie que la peur change de camp. Aujourd'hui, Monsieur Jadot le disait, hein, quand on like, quand on partage ou quand on rigole de quelque chose qu'on ne devrait pas faire et qui corrobore justement du cyberharcèlement, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on se cache derrière un pseudo, on se cache derrière un ordinateur, on se cache derrière tout ce que vous voulez. On se cache, hein, c'est facile. Sauf que ce qui est contradictoire, et c'est là en fait on va pouvoir les coincer, entre guillemets, les jeunes, c'est que la vie virtuelle, c'est la même chose que la vie réelle. En fait, il n'y a même pas de distinction, c'est un ensemble, c'est un tout. Et j'irais même dire que la vie virtuelle prend même plus de place et même plus importante que la vie réelle. On peut avoir une bien meilleure vie dans le virtuel que dans le réel. Bon, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a aucune sanction. Il ne s'est jamais rien passé en France dans des cas de cyberharcèlement. Je crois qu'il y a eu un cas, c'est Marvel Fitness, c'est le seul cas que j'ai en tête, alors qu'il y en a eu mais des paquets et des paquets de cas de cyberharcèlement. J'ai plein d'exemples en tête de mineurs qui se font cyberharceler par des adultes, par des médias, sur des sujets qui n'ont même pas lieu d'être, et il ne se passe rien. Il se passe rien. Pourquoi? Parce que le droit français est compliqué. La diffamation, tout ce qui est discours de haine, etc., c'est assez compliqué d'aller jusqu'au bout. Donc bref, ça c'était l'introduction que oui madame, oui mesdames, ici en France on a énormément de travail à réaliser. Il y a eu une partie qui a été avancée par Laetitia Avia, hein, on a énormément travaillé dessus. Il y a eu des contradictions par-ci par-là, c'est clair, on n'a pas abouti, mais il y avait du bon quand même dans ce texte de loi. Il y a eu du bon, notamment sur la protection des mineurs, il y a eu du bon par-ci par-là. Donc c'est dommage qu'on ait tout abandonné, mais pour vous dire que oui, je pense que c'est une bonne direction. Je partage ce qui a été dit par mon camarade tout à l'heure sur la problématique du signalement. Je veux dire, c'est un vrai sujet, cette affaire de signalement. Il y a le Conseil à l'égalité homme-femme qui a fait une enquête en 2018, puisque avec cet accord entre la Commission européenne et les plateformes, elles sont 4 et puis d'autres ont adhéré depuis, Facebook, qui a un devoir de réponse en 24 heures, selon l'enquête, a répondu en 48, et Twitter a répondu en une semaine aux sollicitations de au Conseil à l'égalité. Voilà. Donc on voit qu'il y a un sujet sur l'information qu'on peut obtenir des plateformes lorsqu'un signalement est adressé. Donc, oui à la golden hour, mais sans aucune, sans réserve du tout. On a un sujet juridique, vous l'avez mentionné, je pense qu'on a peut-être un enjeu d'harmonisation des textes entre le code de l'éducation et le code pénal. Je pense que c'est, quand vous lisez le code de l'éducation, que vous lisez les codes pénals sur ces sujets, en fait, ils ne se parlent pas. Ne serait-ce que d'avoir une référence au code pénal dans le code de l'éducation, je trouve que ça serait une bonne idée. Avec un sujet sur le code pénal qui, selon moi, ne tient pas suffisamment en compte la vulnérabilité des enfants. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs vrai souvent sur les plateformes, c'est-à-dire que quand vous discutez avec des plateformes sur, je sais pas, du discours haineux, finalement ils font assez peu de différence entre le discours haineux destiné aux adultes et le discours haineux destiné aux enfants. Donc il est important, et d'ailleurs même dans les règles RGPD de l'Europe, la dimension de la vulnérabilité des mineurs, elle est signalée. En revanche, dans la pratique, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai beau regarder, il n'y a pas de différence de traitement quant à la vulnérabilité des mineurs. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans notre droit et dans le droit pénal en particulier d'intégrer cette vulnérabilité particulière des mineurs, y compris dans les peines. Parce que plus de 50% des actions de cyberviolence sont menées par les camarades, sont menées par des gens connus de la personne harcelée. Et on a découvert ça aussi dans notre enquête, c'est que les parents attribuent la dimension d'inconnu, de mystère et d'anonymat
à l'Internet, alors qu'en fait, l'essentiel des actions sont menées par les camarades de classe. Voilà. Donc, harmonisation des textes, code de l'éducation et code pénal, oui à la Golden Hour, intégration dans tous les textes de la vulnérabilité intrinsèque aux enfants mineurs. Et puis, vous avez évoqué comment on peut faire. Je pense qu'on vous l'a raconté, mais moi j'aime bien raconter cette histoire de cette méthode Kiva qui est opérée en Finlande et qui a été mise en place par l'université que je ne me trompe pas, de Turku en Finlande, qui consiste en fait, et ça a été mené dans 117 écoles, et ils ont comparé avec 117 autres écoles dans lesquelles ils n'avaient pas mis en place ce système. C'est un système de jeu de rôle, c'est un système de confrontation des personnes victimes avec les personnes qui harcèlent. C'est le fait d'embarquer tous les acteurs, et pas que les acteurs scolaires, parce que c'est toujours le sujet. C'est-à-dire que oui, peut-être que ça peut se déclarer à la cour de récré, mais ça continue sur le numérique, et puis dans les activités sportives, et dans l'autobus, et 24 heures sur 24. Et on se rend compte que d'avoir mené ça en embarquant tous les acteurs, il y avait 85% des cas de cyberviolence qui avaient été réglés et que le cyberharcèlement avait été réduit de 50%. Et j'en appelle là, je dirais, et vous êtes issus des territoires, donc vous allez, je suis sûr, être d'accord avec moi, c'est qu'il y a un vrai enjeu de décentralisation de cette affaire pour donner une responsabilité plus grande aux chefs d'établissement qui puissent engager localement, mais avec des interlocuteurs dans les plateformes, la gendarmerie bien sûr, tous les acteurs locaux, je veux dire des actions qui sont comme des gestions de crise. C'est de la gestion de crise. Parce qu'après 10 jours, c'est trop tard. Quand vous regardez Mila, quand vous regardez tous les cas dont on parle dans les journaux, je veux dire, il y a un coup près, c'est les 10 jours, c'est-à-dire à partir de 10 jours, la viralité est telle que le mal est fait. Et donc, il faut pouvoir former les éducateurs, former les professeurs et donner une forme de responsabilité et d'autonomie au chef d'établissement, tout en lui permettant, dans les conseils de discipline, de pouvoir sanctionner les auteurs qui sont majoritairement des mineurs. Parce que dans le code pénal, quand vous allez regarder tout ce qui concerne le harcèlement, vous vous retrouvez avec des peines de prison, avec des amendes de 40 000 euros. Je veux dire, ce n'est pas un gamin de 12 ans qu'on va envoyer en prison, ni lui donner une amende de 30 000 euros. Donc il est important d'aller intégrer cette dimension de la jeunesse dans notre code pénal et de pouvoir décentraliser l'approche parce que c'est de la gestion de crise. Oui, pour vous répondre rapidement, il y a actuellement une réelle prise de conscience dans l'éducation nationale, hein, de haut en bas. Nous avons fait des déplacements dans des établissements et nous avons pu constater, et c'est rassurant, qu'il y avait donc des cellules de crise qui sont mises en place chaque fois que c'est nécessaire. Et il y a vraiment un travail de partenariat avec les forces de sécurité, avec les personnels médico-sociaux. Enfin, il y a un réel travail qui a été entrepris. Et les autorités académiques nous ont expliqué qu'il y a avoir aussi un programme de formation dès la rentrée prochaine. Ouais. Donc, il y a même des interlocuteurs dans les académies désormais. Voilà, il y en a 300, ça va dans le bon 300, sens. Ça va effectivement. Ça va dans le bon sens. Dans le bon sens, mais en même temps, vous le savez comme moi, je veux dire, gérer une crise, on l'a vu pour la pandémie, je veux dire, être capable de gérer une crise, ça s'apprend. Donc il faut vraiment former à cela. Bien sûr, mais la formation est vraiment nécessaire. Voilà. Nos collègues, peut-être, oui. Oui, je vais donner la parole aux collègues qui souhaitent la prendre. Oui, je vous en prie. Madame Guidet. Merci Madame la Présidente. Moi, je n'ai pas beaucoup de questions parce que j'ai même appris des choses plutôt avec tous ces sites que vous avez parlé, dont je ne connaissais même pas. Voilà, donc c'est là où on voit qu'on n'est pas dans la jeunesse, voilà, et qu'on n'avance pas aussi vite qu'eux, en tous les cas, dans tout ce qui est cyber. Voilà. Moi, la seule question, est-ce que par rapport à toutes vos activités, est-ce que vous avez pu remarquer un profil des auteurs de cyberharcèlement ? Est-ce qu'ils ont un profil ou pas du tout Voilà. Eh ben pas du tout, en fait, pas du tout. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est que surtout les jeunes ne se rendent pas compte de leurs actes.
Ils ne se rendent pas compte du tout. Et en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas de profil. Le chiffre, c'est un enfant sur deux qui est soit harcelé, soit harceleur. Donc, je crois que c'était 32%, c'était le chiffre. Ouais, 22. Après, ils ne reconnaissent pas forcément qu'ils harcèlent. C'est aussi quand on fait une enquête, on est d'accord. Exactement. Donc, non, il n'y a pas vraiment de profil. En fait, c'est comme le harcèlement scolaire. Il n'y a pas vraiment de profil. On va dire, il y a le plus costaud, il y a la plus jolie, mais bon, à part ça, il n'y a pas vraiment un profil clé de harceleur. Ouais. Vous avez dit quelque chose, si je peux me permettre, qui a un grand décalage, et j'ai essayé de le signaler dans mon intervention, entre une divergence grandissante entre des usages. Et ça, c'est absolument fondamental d'être conscient de cela. Et c'est important, quand j'ai parlé tout à l'heure de guichet unique et de campagne de sensibilisation à travers une grande cause nationale, c'est d'utiliser les codes de ces jeunes-là. C'est-à-dire que les outils à mettre en œuvre, c'est une capacité, alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est une capacité sur Snapchat de pouvoir signaler, parce que la difficulté, vous voyez, je pense à Pharos. Pharos, c'est vous dénoncez, du ministère de l'Intérieur, vous dénoncez des contenus illicites ou haineux, etc. Sauf que pour que votre contenu puisse être dénoncé, il faut qu'il ait une URL. C'est-à-dire qu'il ait une adresse www. Quelque chose. Donc Pharos ne peut pas être conscient ni avoir connaissance de choses qui sont échangées entre deux gamins dans une conversation privée. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir, je dirais, des outils qui permettent à l'enfant de bloquer un interlocuteur qui serait malveillant. Je veux dire, Twitter le fait, d'autres le font. Snapchat a créé cette appli qui permet de checker en permanence votre liste d'amis pour être sûr que c'est bien vos amis, etc. etc. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a, attention, grande vigilance, parce que plus ça ira, et moins on aura la possibilité de comprendre ce que nos enfants font sur les plateformes numériques, parce que ce ne sont pas les mêmes que celles que nous utilisons. Voilà. Ouais, c'est énorme. Je suis parent d'élèves. Je m'amuse toujours à poser la même question. Qui a TikTok sur son téléphone avec tous les parents et tout le corps éducatif? Et à chaque fois, il y a 2-3 mains levées, quoi. C'est insuffisant. Et en fait, quand notre solution pour les familles, j'ai pas appuyé sur ce point-là, mais le contenu éducatif, il est pour les parents. C'est vraiment pour les parents. Les parents chaque parent doit télécharger TikTok, doit s'amuser à aller sur TikTok. Le parallèle que je prends, c'est toujours le même. C'est quand j'étais jeune, quand mon père me disait ne bois pas, ne fume pas, je lui faisais confiance, parce que je savais qu'il savait ce que c'était. Aujourd'hui, quand je dis à ma fille non mais va pas sur TikTok, elle me rigolonnait, elle se dit mais tu sais même pas ce que c'est TikTok. Et ce décalage, il est vraiment important. Il faut le combler. Donc il y a une responsabilité des parents de se former au numérique. Et c'est pas que en fait les enfants, parce qu'on dit toujours les enfants ils savent pas ce qu'ils font, blablabla, mais c'est aussi aux parents. Moi j'insiste énormément sur ce point-là. Je sais pas dans quelle mesure on peut le faire, mais l'éducation nationale peut aider les parents, dont tous les élèves. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, je suppose, là-dessus. À pas oublier, honnêtement, à pas oublier la partie éducation parentale. Oui, cette question a été largement abordée lors de notre audition des plateformes de réseaux sociaux. On a évoqué également la levée de l'anonymat. Pourquoi ne pas imposer, quels sont les freins à ça? Pourquoi ne pas imposer la présentation d'une carte d'identité, d'un numéro d'identité, simplement à l'ouverture d'un compte? Qu'est-ce qui bloque? C'est vraiment, ce serait le premier barrage, le premier filtre, et ça responsabilise aussi les parents. 13 ans, c'est l'âge minimum, mais bien sûr, les gamins peuvent mentir sur leur âge. Enfin, il n'y a aucun contrôle. Donc, qu'est-ce qui bloque dans... Moi, je vais juste dire qu'une expérimentation a été menée en Angleterre où ils ont essayé d'imposer ce système. Ça n'a pas marché parce qu'à un moment, ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est que le contournement de l'âge de 18 ans, il est évident. Les statistiques, vous regarderez si vous avez l'opportunité de lire ce rapport, en fait, les jeunes ont autant accès à tous les contenus illicites que leurs parents, que ce soit des sites pornographiques, etc. Donc c'est archi contourné. Autrement dit, il y a autant d'enfants, il y a plus d'enfants qui ont accès à des contenus pornographiques que ce que pensent leurs parents.
Même chose sur l'incitation à la haine raciale, même chose sur des contenus incitant au terrorisme. Donc c'est vraiment fondamental d'embarquer les opérateurs téléphoniques aussi dans ce combat-là, parce que quand vous achetez, faites l'expérience, quand vous achetez un téléphone pour votre enfant, il n'y a personne qui vous dit attention, on peut mettre tel et tel dispositif en place, parce que c'est quand même les parents qui achètent le téléphone, au moins, j'allais dire, jusqu'à 16-17 ans. Et donc là, on aurait la possibilité quand même de protéger, mais qu'on ne se méprenne pas, le contournement de 18 ans, il est massif. C'était le sujet sur lequel je travaillais énormément chez Google, justement, parce qu'ils bossaient sur ces problématiques-là. Aujourd'hui, vous tapez n'importe quoi dans Google, vous regardez les images, ça peut être effrayant. J'ai plein d'histoires où sont des gamins sortis d'école, ils ont 13 ans, il y en a un qui dit « Ah, j'ai entendu ça, qu'est-ce que c'est la zoophilie ?» Ils ont tapé ça dans Google, ils ont vu les images, et on voit tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Il y a aucun contrôle, mais zéro. À ce sujet, je vais passer la parole à mon collègue Hussein Bourgi. J'ai eu une discussion avec ma fille qui a donc deux petites filles, deux petites jumelles de 10 ans. Je parle de nos auditions, de ce sujet quand même important. Elle est vraiment au cœur. À 10 ans, on commence déjà à... Voilà. Et elle me dit, moi, sur mon téléphone, je peux avoir contrôle sur les sites, sur les applications que mes enfants vont voir. Je peux contrôler le temps d'accès, le temps de connexion. Je peux tout contrôler de mon iPhone. Avec l'iPhone. Bon. Donc c'est possible. C'est possible. Les outils sont là. Tout à fait. Sauf que quand vous allez acheter pour vos petits-enfants un téléphone chez un opérateur téléphonique, je pense qu'il ne vous a pas sensibilisé à ces sujets. Et donc ça, l'information ne passe pas. Absolument, parce que... Les outils existent et l'information ne passe pas. Donc embarquons les opérateurs dans cette histoire, tout à fait. Hussein Bourgi. J'allais juste revenir, si je peux me permettre, sur l'anonymat, parce que juste y toucher un mot, parce qu'il y a aussi des produits, des solutions qui existent. Il y a des réseaux sociaux qui embarquent maintenant la carte d'identité sur leur plateforme. Je vous invite à regarder ce que c'est Yoti, Y-O-T-I. C'est un système qui permet de de mettre sa carte d'identité sur Yoti, et ensuite tous les réseaux sociaux qui utilisent Yoti vont aller regarder si les informations ont match entre le réseau social et la carte d'identité. Ça se développe énormément aux États-Unis et ça fonctionne très bien. Moi, j'encourage tous les réseaux sociaux avec qui je parle d'utiliser Yoti pour contrôler. C'est pas très compliqué. Pas compliqué. Ensuite, l'anonymat, quand on y pense, en fait, ça n'existe pas. C'est très facile de retrouver une IP. On parle de VPN et compagnie, mais honnêtement, quel est le pourcentage de population qui utilise un VPN, je ne sais pas. Mais c'est très facile de retrouver la personne. Derrière un pseudonyme, il y a un user ID. Un user ID, c'est facile de donner à l'opérateur téléphonique qui vous donne une adresse IP, qui vous donne une adresse. C'est là qu'il faut un droit européen qui impose aux plateformes des réponses sur ces sujets. Elles-mêmes sont demandeuses du cadre juridique qui leur permettrait de répondre positivement et systématiquement à des demandes d'une justice pour des bonnes raisons. Mais l'anonymat, il est aussi, philosophiquement, consubstantiel de l'Internet. C'est-à-dire que l'Internet est né dans l'anonymat. Donc c'est revenir aussi sur la philosophie de l'Internet de ne pas pouvoir naviguer de façon anonyme. Donc voilà. En revanche, si la justice sollicite, pour des bonnes raisons, il faut qu'ils puissent répondre et pas se cacher derrière leur politique parce que justement ils n'ont pas de représentant légal dans le pays et qui disent « Ah bah non, c'est pas moi qui décide, c'est là-bas dans la Silicon Valley ». C'est ça qui ne va pas. Hussein Bourgi. Merci beaucoup. Une intervention en 3 points. Le premier, c'est un témoignage suite à la réunion que nous avons eue la semaine dernière et les retours que ça a généré. Tout cela pour vous dire, chers collègues, que nos auditions qui sont retransmises, il y a des gens qui s'y intéressent et plus nombreux qu'on ne le pense. Donc la semaine dernière, on a auditionné les représentants de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Et j'ai eu un échange assez vif avec eux parce qu'effectivement je trouvais que c'était dans la stratégie de la défausse, de la minoration. Et donc il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient, beaucoup plus que je ne pouvais l'imaginer, puisque j'ai été assailli de nombreux messages de gens et de personnes concernées malheureusement à travers leurs enfants en disant mais il faut absolument lever l'anonymat, non pas sur Internet mais sur les réseaux sociaux. Et l'idée
que nous avions suggéré ou soumis, consistait pour toute personne qui ouvre un compte sur Facebook, par exemple, de saisir et de scanner sa pièce d'identité. Lorsque c'est quelqu'un qui est mineur, c'est les parents qui le font. Et donc, j'ai eu un flot de messages de personnes qui me disaient « il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire », notamment des enseignants, des chefs d'établissement, des parents. J'ai eu, et pour être complètement honnête avec vous, une minorité de personnes qui m'ont dit « ce n'est pas une bonne idée ». Parce que c'est séduisant sur le papier, c'est séduisant lorsqu'il s'agit de traiter la question du harcèlement et du cyberharcèlement en particulier, mais mettez-vous à la place de tous ces lanceurs d'alerte qui n'auraient pas pu divulguer des situations problématiques si jamais ils avaient dû dévoiler leur identité, notamment quelqu'un qui travaille dans un grand groupe industriel, qui travaille dans un EHPAD où il y a de la maltraitance. Donc vous voyez, je défends l'idée, mais je suis sensible aussi aux arguments qu'on m'a objectés. Et je considère que c'est en prenant en compte tous les arguments en faveur et défavorables qu'on peut avancer sur ce sujet qui est très complexe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Les deux autres points que je voulais évoquer dans mon intervention, ça concerne le premier, la grande cause nationale. Concrètement, comment on peut vous aider pour que ça puisse être retenu par les plus hautes autorités de l'État, puisqu'effectivement c'est comme ça que cela fonctionne. Et une fois qu'on déclare un sujet grande cause nationale, il faut ensuite qu'il y ait les moyens qui soient mis en œuvre, et il faut surtout qu'il y ait les partenaires. Donc ma question est la suivante. Supposons que demain votre idée venait à prospérer, ce thème-là est retenu grande cause nationale, les pouvoirs publics tant nationaux que locaux et territoriaux s'engagent dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que les grands réseaux sociaux viendraient là-dessus, ou seraient toujours dans cette stratégie très frileuse consistant à dire, parce que ça m'a aussi été objecté, nous avons notre siège social aux États-Unis et l'article 1er de la Constitution dit que c'est la liberté d'expression totale. En France, vous entravez la liberté d'expression au motif qu'il faut lutter contre le négationnisme, au motif qu'il faut lutter contre l'incitation à la haine, etc. Donc comment on peut à la fois rendre compatibles nos ambitions, nos objectifs en matière de lutte contre le cyberharcèlement avec ces réalités juridiques qui s'imposent à nous pour ces groupes-là. Et dernière question qui sera beaucoup plus courte, votre application Bodyguard, elle coûte combien si elle est payante et pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Moi je la découvre. Voilà. Vous voulez que je commence par ça, si vous voulez? Vas-y. Je peux peut-être poser ma question. Voilà, c'est sur Bodyguard. Ok, ça marche. Donc moi aussi. Pardon. Donc moi aussi, je viens de découvrir Bodyguard, je viens également de le télécharger et j'ai constaté que finalement, vous pouvez protéger sur 4 réseaux sociaux et parmi ces 4 ne figure pas TikTok, où les jeunes actuellement sont généralement connectés. Est-ce que ça fait partie des projets que vous avez d'intégrer TikTok et d'autres réseaux sociaux que je ne connais pas forcément, mais que les jeunes connaissent? Et puis ensuite, comment est-ce que vous faites connaître votre application? Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous et d'autres applications? Et comment ça s'organise? Mais en tout cas, ça semble très intéressant. Voilà. Super, je vous réponds. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir téléchargé, de regarder à quoi ça ressemble. C'est très facile. Ouais. Alors, je réponds tout de suite à la question effectivement TikTok et Snapchat. En fait, nous avons besoin d'un accord de la plateforme pour pouvoir se connecter à cette dernière. Donc YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook nous donnent cet accord. Parce qu'ils ont une politique assez ouverte de ce qu'on appelle une API. Donc on a une connexion via leur API. Snapchat a été créé sur l'idée que tout est éphémère. Donc ils n'ont pas créé cette logique de partenariat avec d'autres partenaires. Vu que nous, on doit, entre guillemets, récupérer du texte ou récupérer un contenu, il faut que ce contenu soit quelque part pour qu'on puisse le prendre. Mais vu qu'ils n'ont pas créé cette logique-là, on peut pas s'y brancher. TikTok, c'est un groupe qui finalement est chinois. Ils n'ont pas cette volonté de partager leurs données. Je discute souvent chez TikTok parce que j'ai un très bon copain qui est dans la partie justement relations publiques. Il rêverait qu'on
qu'on soit sur TikTok. Mais malheureusement, les décisions ne sont pas prises en France. Elles sont prises de façon très lointaine et ils n'ont pas du tout l'intention qu'une entreprise française aille scanner tous les messages qui peuvent être postés sur la plateforme française. Donc c'est une incapacité technique qui est en fait décidée par les plateformes. Donc ça c'est pour répondre à la question technique et nous c'est un crève-cœur, hein. On aimerait faire plus, hein. On n'a pas vraiment la capacité. Ensuite sur la question de pourquoi on ne connaît pas plus Bodyguard que ça, je vais vous raconter en fait notre réalité économique. C'est aussi simple que ça, hein. Je vous raconte la petite historique, ça prend 10 secondes, hein. La technologie en fait elle est unique au monde, elle a été créée par Charles Cohen. Charles Cohen il a commencé à coder à l'âge de 12 ans et il a que son bac dans sa poche. C'est un informaticien autodidacte. Il a commencé à développer son application en 2018. Et en fait, entre 2018 et 2020, il a bossé il a fait de la recherche et développement pour que ça fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il n'a pas d'argent, il est seul dans sa chambre. Comment on fait pour promouvoir notre application ? On va chercher des financements. Une banque qui finance un gamin de 22 ans, c'est pas facile. Ensuite, les financements publics ne sont pas forcément là, pareil pour ce genre de choses, c'est purement de l'innovation. Et dernièrement, donc les fonds d'investissement, c'est là on s'est tourné vers eux, oui, ils sont toujours frileux de financer un jeune. Donc c'est en fait notre association tous les deux qui a fait que on a pu lever des fonds. Donc on a levé plus de 2 millions d'euros en 2020. Ça c'est le point de départ. Mais 2 millions d'euros, ça ne nous permet pas de faire énormément de choses. Je ne veux pas faire des campagnes de publicité dans tous les sens, sachant que l'application est gratuite. Donc ça m'a permis en fait de construire une équipe pour améliorer justement notre technologie. Le but c'est que le produit soit le meilleur possible. Et ensuite de générer de l'argent. L'application est gratuite parce qu'on a une mission sociale et c'est vraiment très, très important pour nous. J'ai pas envie de faire payer des adolescents ni des artistes qui en fait vivent une vie normale. Comment on se rémunère ? C'est avec les entreprises. Donc on a dû monter un produit, le commercialiser, avoir des équipes de vente pour justement générer du profit et derrière continuer à promouvoir notre application mobile. Donc c'est lent en fait, c'est assez lent. Ouais. On essaie d'être accompagné par le milieu associatif qu'on soutient et qui nous soutiennent aussi. On fait notre maximum en fait et on espère avoir plus de moyens financiers pour se faire connaître. Ouais. Vous avez la concurrence ? La concurrence, oui. La concurrence, c'est triste à dire, mais en Europe, elle est nulle. Il y a nulle dans le sens des personnes. Il y a vraiment personne. Moi, en tant que chef d'entreprise, d'un côté, on peut dire c'est génial pour vous, mais en fait, non, c'est triste. Le marché est gigantesque. J'aimerais bien le partager avec quelqu'un d'autre parce que ça fait aussi de l'éducation. Éduquer le marché sur ces risques-là, c'est super important. En fait, les gens découvrent qu'ils peuvent être protégés sur leurs réseaux sociaux, alors que finalement, il y a des solutions qui existent. Aux États-Unis, ça avance. L'an dernier, c'est une ancienne, je ne sais plus quel réseau elle était, mais c'est une ancienne qui a lancé une technologie qui est similaire pour Twitter de façon spécifique. Donc les États-Unis, oui, ça avance aussi. Ouais. Et on travaille ensemble, en fait, on travaille main dans la main pour avancer. Ouais. En fait, votre technologie, c'est une des réponses à ce problème. Et pourquoi c'est pas connu ? Pourquoi c'est pas assez connu ? Ouais, parce que honnêtement, vous me donnez un peu plus d'argent, je peux nous faire c'est connaître. La communication qui n'est pas faite. Oui, honnêtement oui. Et si vous voulez, je peux même je me permets d'être ici pour je passe même un petit coup de gueule. En fait, on a été redressé fiscalement alors qu'on a 1 an d'existence. La personne qui a fait ce redressement, elle n'a jamais travaillé sur une start-up de sa vie. Le dossier, il est toujours pas terminé, ça fait 1 an et demi. Donc moi, j'ai 150 000 euros de TVA qui ne m'est pas remboursé. Mon CIR, un crédit d'impôt recherche que je dois toucher, je ne l'ai toujours pas, 70 000 euros. Donc en tant que... Non, en fait, c'est ma réalité de chef d'entreprise. Hein. Et en fait, cet argent-là, je pourrais l'utiliser pour me faire connaître. Je peux pas. Bref, je me suis permis de le faire, hein, mais c'est pour vous dire que c'est purement financier. Hein. Si j'ai les moyens de communiquer, je le ferai. Ouais. Et ensuite, c'est aussi un arbitrage, parce que comme c'est gratuit, je mets plus d'argent à faire connaître ma solution payante pour gagner de l'argent. Et ensuite, en fait, j'essaie de créer un cercle vertueux.
Ça ne plaît pas forcément à mes investisseurs aussi, parce qu'eux, ils veulent voir un retour sur investissement. Enfin, vous voyez dans quel contexte j'essaye. On l'a dit, Madame Guidez me l'a soufflé, faites-vous connaître par les réseaux sociaux. Oui, on le fait. En fait, c'est nos utilisateurs qui sont les porte-parole. Mounir Majoubi, Marianne Chapa font énormément de travail. Justement, ils en parlent à leurs collègues. Au niveau des influenceurs, voilà, aujourd'hui, le plus gros influenceur français utilise Bodyguard et en parle dans son cercle. Donc, on commence à avancer. Dans le monde du sport aussi, on commence à se faire connaître et ça avance. En fait, c'est des petits effets boule de neige qui avancent bien. Ouais. 60 000 personnes, c'est pas si mal en un an. Je voulais juste répondre à vos différentes questions. La première, c'est que je partage... moi, je suis assez réservé sur la suppression, à titre personnel, de l'anonymat d'Internet. Parce qu'effectivement, il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 sur la speak-up policy. Elle viendrait percuter, l'anonymat d'un certain nombre de dénonciations. Donc je préfère me focaliser sur la responsabilité des plateformes et le cadre juridique, parce que les plateformes s'abritent derrière le fait qu'il n'y a pas de cadre juridique. Et le cadre juridique, c'est nous, Européens, qui devons l'écrire. Donc je suis un peu réservé en revanche, de dire vous avez 24 heures pour nous donner le nom de la personne qui est manifestement auteur d'une violence sur un réseau social, etc. Là, ils doivent démontrer qu'ils respectent ça. Et c'est pour ça que nous recommandons de faire des audits et de faire des stress tests et que ces stress tests soient publiés. Et on fait du name and shame, c'est-à-dire eux ils marchent bien, eux ils marchent pas bien, etc. Ça, ils sont tellement soucieux de leur réputation que ça, ils y seront sensibles. Et ça, c'est à nous de le faire. Et les pouvoirs publics peuvent très bien, on le fait en finance avec KPMG, avec tout un tas de gens qui viennent auditer nos comptes. Pourquoi on ne le ferait pas sur ce qui ressort d'un algorithme d'une plateforme numérique? Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, y compris, et je les connais tous, ceux que vous avez interviewés, c'est tous des amis. Sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même intégrer, il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que Thierry Breton a raison à travers ce qu'il dit de la responsable, de la personne légale, de la personnalité légale qui doit exister dans chacun des pays. Il ne faut pas oublier, et tu vas corroborer ça, c'est que les structures des plateformes numériques dans les pays sont des directions commerciales. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas autorité sur on enlève un contenu ou on n'enlève pas un contenu. Ça, c'est pas décidé à Paris. Donc il ne faut jamais oublier ça. Je veux dire, ce sont des structures qui vendent de l'espace publicitaire. Et quand vous avez, par exemple, des structures avec des ingénieurs, vous savez, des ingénieurs, Facebook a un certain nombre d'ingénieurs, Google a créé une structure avec beaucoup d'ingénieurs. Ces gens-là ne reportent pas à la structure française. Ils reportent à la structure qui est à Mountain View dans le cas de Google. Et ou à Dublin dans le cas de... Donc il ne faut vraiment pas oublier ça, que les interlocuteurs que vous invitez n'ont pas l'autorité pour modifier leur façon de faire. Et donc la seule façon qu'on a d'obtenir ce que l'on veut, c'est de les embarquer, parce que si vous changez le droit dur, dans 6 mois, votre droit dur, il sera obsolète, donc ce n'est pas la peine. Donc il faut les embarquer. En revanche, de les responsabiliser. C'est pour ça que le Digital Service Act, et le bon échelon, c'est l'échelon européen. Moi, je me souviens, quand on a mis en place la RGPD, franchement, il y avait quand même, les plateformes étaient vent debout, tout le monde était vent debout en disant l'Europe va perdre, sa capacité d'innovation. La réalité, c'est que la norme RGPD, ou la réglementation RGPD, elle s'est imposée à toute l'Amérique du Sud. Elle s'est imposée, la Californie respecte la RGPD européenne. Donc, je veux dire par là qu'on est en mesure de créer le cadre juridique qui permet d'adresser ce type de sujet. La grande cause nationale. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir fait un webinaire avec Jean-Michel Blanquer, avec qui préalablement nous étions allés présenter notre rapport. Il est ouvert à cela. Il y a une personne qui s'est déjà exprimée en tant qu'égérie, qui est Brigitte Macron, qui a, je ne sais plus quelle année, c'était avant le confinement, avait été, elle est très sensible à ces sujets. Donc ça veut dire, pour moi, une journée
de la communication qui est adressée aux parents, à l'ensemble des acteurs, et puis à ceux qui commettent des actes de harcèlement. Qui dit journée dédiée à cela, dit dans toutes les écoles, et pas seulement au lycée, parce qu'il faut que ça commence en CM1 et en CM2, on les sensibilise sur ces sujets de maîtrise de ces données personnelles, etc. Donc en faisant une journée de cette nature, finalement on sensibilise un grand nombre de personnes. Et quand je dis on embarque tous les acteurs, on embarque aussi les médias. Et je parlais tout à l'heure de décentralisation. Il y a le CLEMI qui fait des choses formidables avec le CSA depuis des années, puis je crois que 1982. Et c'est pour ça qu'il faut laisser un peu d'autonomie au chef d'établissement, parce qu'il peut faire venir le média local et aller raconter les histoires de fake news, parce que tout ça a un rapport avec tout ce qu'il y a autour des cyberviolences. Et je pense aussi que si on veut que ça fonctionne, il faut l'appréhender de façon systémique. Et c'est pour ça que dans vos discussions, je le sais, le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est la même chose. Qu'on ne se dise pas c'est des choses différentes qui doivent être adressées de façon différente. Non, c'est la même chose. Voilà, parce que chaque violence, elle s'exprime de part et d'autre. Même si c'est difficile pour l'éducation nationale de se sentir responsable ou acteur de violences qui peuvent s'exprimer en dehors des heures de cours et dans un autre cadre. Donc il faut quand même... Voilà, donc je pense qu'on a tous les moyens de mettre en place le cadre juridique à l'échelon européen, et faisons une journée... Donc c'est une décision évidemment politique, vous avez plus de poids que moi pour le faire, mais on pousse pour qu'il y ait ces fameuses journées. On a fait le 30... Et cette... qui pourrait être aussi l'occasion d'aller dire nous avons un guichet unique, comme on l'a fait avec le 39-19 pour les violences faites aux femmes. Souvenez-vous de cette journée du 19 septembre 2020, si je me trompe, ou 19, où finalement, maintenant, tout le monde a ce 39-19 dans la tête. Voilà, donc... Le rapporteur. Oui, à vos propos. Bon, d'abord, vous avez proposé des stress tests et des audits, très bien, pour évaluer la réactivité des réseaux sociaux. Selon vous, par qui devraient-ils être faits ces tests, et devrait-il s'assortir d'amendes en cas d'inefficacité? Parce que lorsque des sociétés interviennent dans les entreprises pour faire un audit, il faut qu'il y ait une efficacité. Il y a l'efficacité à la clé. Bon, alors là, qu'en est-il? Alors, souvent, quand on regarde... Alors, je ne suis pas totalement familier avec ce qui se passe dans l'univers de la finance lorsqu'on fait des stress tests pour les banques. En revanche, à l'issue du stress test, quand elles ne passent pas le test, elles sont contraintes. Je ne sais pas si c'est une obligation légale ou si, parce qu'on a listé ce qu'elles devaient faire, elles jouent sur les actifs, le passif, le bilan. C'est souvent sur le bilan qu'il faut jouer. Donc moi, je suis favorable, personnellement, à, dans un premier temps, bâtir ces audits avec les plateformes, avec des auditeurs indépendants qui auraient été mandatés par les pouvoirs publics. Il faut conserver cette indépendance de l'audit, mais dans un cadre qui, lui, est défini par les pouvoirs publics, un petit peu ce que fait le CSA sur les contenus. C'est-à-dire qu'en fait, il est une autorité indépendante qui a la possibilité d'aller dire aux plateformes que leurs contenus sont... Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir ce même rapport avec le cyberharcèlement, comme les contenus illicites, etc., que ce que fait le CSA sur les contenus des médias. Voilà. Moi, je suis favorable à ce que ce soit plutôt des associations, plutôt des auditeurs, que les plateformes, à la fin, paieront. Parce qu'à la fin, ça sera leur intérêt d'aller montrer qu'elles travaillent bien dans ces domaines. Et donc, moi, je pense qu'à la fin, pourquoi est-ce que nous, on fait travailler, j'en sais rien, KPMG ou toutes ces boîtes? C'est parce qu'on veut que nos comptes soient validés pour notre propre santé mentale. Atos, qui a eu un problème il n'y a pas longtemps en bourse, c'est parce que ses comptes n'étaient pas validés et la valeur de l'action a considérablement chuté. Et je pense que c'est l'intérêt des plateformes que ces auditeurs existent. En revanche, le cadre juridique, c'est aux autorités de les construire avec ces auditeurs. Et je pense que le bon échelon, c'est l'échelon européen, une fois de plus.
entièrement d'accord. J'ajoute juste qu'une plateforme comme Facebook le fait déjà. Facebook a un rapport de transparence. Je ne sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière, mais il partage... Excusez-moi. Je disais juste que 100% d'accord, et en fait Facebook le fait déjà, partage déjà en fait de façon transparente toutes les données, toutes les actions qu'elle réalise. C'est leur rapport de transparence qu'elle peut établir. Ils ont dû vous en parler. Donc c'est pour vous dire que c'est très simple. C'est extrêmement très simple, mais c'est pas pareil quand ça émane de la plateforme en disant regardez comme je suis transparent, je suis formidable, et ils font plein de choses et on le leur reconnaît, que de dire on fait un stress test, vous voyez une action de cyberharcèlement au Havre, voilà, il y a qu'est-ce qui se passe? Et c'est très simple à faire. Et c'est très simple à faire. C'est un petit robot qui va tourner, qui va effectuer des actions automatiques. Il n'y a pas... Et à la fin, c'est de l'humain. Facebook a 3000 modérateurs, YouTube en a 10 000, donc il y a quand même du monde. Mais c'est aussi l'amélioration du produit, de l'algorithme. Ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle, etc. Ça, franchement, c'est ce qu'ils savent faire. Très bien. Bon, alors pour faire suite au sujet des sanctions, vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de sanctions en France. Et que le droit français est trop compliqué, il n'y a pas de loi non plus en la matière, puisque la loi Avia n'a pas abouti, n'a pas prospéré. En ce qui concerne donc la question de la prise en compte de la vulnérabilité, vous avez parlé donc de la vulnérabilité, du fait que les sanctions sont les mêmes pour les adultes et pour les jeunes. Dans le code pénal. Pourtant, les faits de harcèlement sont assortis de circonstances aggravantes lorsqu'ils sont commis par des mineurs de moins de 15 ans, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs de moins de 15 ans. Lorsque les faits sont commis donc, par des mineurs, les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 s'appliquent. Alors, pourrez-vous expliciter votre approche en la matière ? Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez proposer sur la vulnérabilité? Alors, d'abord, les ordonnances de 40... Alors, je ne les connais pas par cœur, les ordonnances de 45, vous me pardonnerez, mais on est quand même dans un autre monde. Oui. Moi, je me suis amusé à regarder, à regarder justement le code pénal quand j'ai évoqué cette histoire d'associer l'article, j'avais en tête l'article, j'ai oublié, du code pénal sur ces sujets et le code de l'éducation. Il faut faire rentrer le cyberharcèlement dans le code pénal avec cet accès sur la vulnérabilité particulière des enfants et sur le fait que les auteurs sont mineurs aussi, dans la majorité des cas. Et ça, je pense que ce n'est pas fait. Je répète, dans la RGPD, il est signalé la vulnérabilité particulière des enfants, sauf que, pratiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors c'est plus sur la protection des données personnelles, mais il n'y a pas de différence en dehors du fait que c'est écrit, que c'est plus grave, mais il n'y a pas de sanctions différentes et puis il n'y a pas d'approche différente. Donc moi je pense qu'il y a un vrai sujet de la loi pour intégrer ce cyberharcèlement dans le code pénal, avec une incise ou des incises particulières lorsque celui qui commet la faute et celui qui relaie la faute, qui est coupable aussi, puisse être sanctionné. Alors, je disais tout à l'heure que le chef d'établissement, il doit pouvoir aussi avoir un rôle particulier en la matière, pour pas qu'on soit tout de suite dans le pénal. Si je reviens à mon exemple de la Finlande, l'essentiel, 85% des cas, sont réglés par le chef d'établissement avec tous les acteurs qui l'entourent. Donc c'est ce qu'il faut absolument privilégier pour que le pénal soit l'ultime recours. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et pour ajouter simplement, pour moi, la notion de protocole. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un cas de cyberharcèlement? Qu'est-ce qui se passe quand c'est un adulte sur un enfant, et ainsi de suite? En fait, c'est la question qu'on me pose tous les jours, c'est voilà, j'ai été cyberharcelé, qu'est-ce que je fais? Et aujourd'hui, qui a la réponse? J'en suis même pas. Même moi, je sais même pas exactement par où passer et comment. Et en fait, donc il y a la loi. Effectivement, il faut avancer. Je suis d'accord avec vous toutes et tous ici. Et ensuite, c'est quels sont les protocoles qu'on met en place pour que ça avance? Parce qu'on reste aujourd'hui dans le cadre de la discussion. C'est beaucoup de discussions. Mais finalement, si on avait des protocoles d'action, on avancerait beaucoup plus vite. Ouais, c'est pour un audit, il débouche sur des protocoles.
Si vous auditez une plateforme et que vous lui dites, voilà, le Camilla, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui ? Eh bien, si jamais la réponse n'est pas satisfaisante, ce n'est pas forcément des sanctions tout de suite dont il faut accabler les plateformes, parce qu'il faut qu'elles soient, je dirais, proactives et contributrices de cette démarche, mais c'est de leur dire, c'est quoi vos protocoles, comment vous améliorez vos protocoles pour qu'on ne se retrouve plus dans une situation où vous n'avez pas suffisamment géré avec célérité ce cas. Et déjà, on va progresser. C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément sur la sanction tout de suite, je suis plutôt sur les obliger à encore mieux, nous obliger collectivement à mieux travailler. Et c'est possible. Madame Boulay-Speroni avait une question, elle est en visio. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Pardon de ne pas avoir pu vous rejoindre physiquement, et je vais aller vite parce que je sais qu'on est en fin d'audition. J'ai tout suivi et je vous remercie parce que c'était vraiment très intéressant. Vous venez de parler, cher monsieur, du RGPD et des conditions générales d'utilisation. Moi, j'ai posé la question quand on a auditionné notamment Facebook en commission culture la semaine dernière, et leur réponse ne m'a pas convaincue. Je trouve que l'un des problèmes qu'on a, c'est que ça n'est pas du tout accessible aux enfants. C'est très peu accessible aux adultes. Déjà, c'est très compliqué, c'est écrit petit. Et je me demande si l'une des solutions, ce ne serait pas de rendre tout ça bien plus accessible aux enfants. Deuxièmement, alors évidemment, s'il y avait un harcèlement qui doit rentrer dans le code pénal, bien sûr, il faudra légiférer là-dessus. Dévoiement. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il me semble que les enfants sont soumis à mauvais exemples souvent. Quand on voit que dans les médias américains et maintenant en Europe et en France notamment, l'insulte est souvent érigée en liberté d'expression. C'est vrai, la notion entre les deux est souvent assez mince malheureusement sur les réseaux, et par conséquent pour eux, c'est compliqué à comprendre, quoi. Et je reviens aussi sur ce que vous avez dit, lorsque vous avez dit tout à l'heure qu'un enfant pouvait harceler ses pairs, mais il réfléchira à 2 fois avant de harceler un adulte. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus un peu plus précisément, de savoir pourquoi, selon vous, et c'est peut-être lié à ce que je viens de vous dire. Et puis deuxièmement, rebondir sur ce que vous avez dit quand vous avez dit que le cyberharcèlement et le harcèlement, c'était la même chose. Oui, bien sûr, il faut leur marteler que le cyberharcèlement, c'est un harcèlement dématérialisé et que c'est donc quelque chose de très grave. Voilà, j'arrêterai là et je vous remercie d'avance pour vos réponses en tout cas. Moi, merci pour vos commentaires. Je suis 100% d'accord avec vous qu'il faut que tous les outils qui sont mis à disposition, que ce soit la protection des données personnelles type RGPD et tout ce qui aura trait aux nouvelles politiques publiques concernant le cyberharcèlement, soient accessibles aux enfants, ce qui veut dire de les exprimer avec les codes de communication des enfants. Et ça, pour avoir discuté avec beaucoup de ministères sur plein de sujets, on a tendance à aller, je dirais, inculquer le discours du sachant et de l'adulte qui dit aux enfants ce qu'il faut faire. Et ça ne marche pas parce que les enfants n'iront pas. Donc c'est dans les politiques publiques faire en sorte qu'il puisse y avoir une appli sur mon portable, que sur Snapchat, il y a le bouton qui va permettre que j'ai un numéro de téléphone qui est facile à actionner et que je puisse, ce qu'on peut faire aussi dans l'éducation, à faire ce qu'on appelle des serious games. Vous savez, tout un tas d'outils qui sont mis à disposition et que les enseignants pratiquent souvent, si on le rend grande cause nationale, pour utiliser les codes de communication des enfants. Parce que la difficulté, c'est de maîtriser leurs codes. Et comme on disait avec Madame tout à l'heure, leurs codes, ils sont en train de diverger par rapport aux nôtres. Donc il faut associer un certain nombre de personnes qui maîtrisent ces codes pour qu'on parle les codes des enfants et qui se disent la protection des données personnelles dans le cadre du RGPD, eh bien je sais le faire, je sais actionner, je sais appeler tel numéro de téléphone, je sais envoyer tel texto, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu de communication des pouvoirs publics. Ils savent le faire dès lors qu'il s'agit de recruter des soldats. Ils savent parler le langage des jeunes. Il est temps, sur ces sujets, de parler aussi le langage des jeunes et pas d'avoir une approche top-down très autoritaire ou très formelle, parce que les enfants n'écoutent pas. N'oublions pas que les enfants ne regardent pas le journal télé de 20h. Hein, on est tout à fait d'accord. Alors, là où je vous rejoins, c'est... Je ne sais pas quelle réponse apporter... Quelle réponse apporter sur la dégradation, je dirais, du discours
à la télévision notamment. Je pense que c'est un sujet du CSA. Je pense que le CSA est sensible à ces sujets et je peux vous assurer, pour bien les connaître, qu'ils reçoivent un grand nombre de plaintes, et je ne vais pas citer de chaînes de télévision, mais vous les avez en tête, mais sur l'agressivité, les insultes qui sont prononcées. Donc je pense que là aussi, c'est au pouvoir public d'établir le cadre juridique qui peut permettre au CSA, parce que le CSA agit en délégation d'un cadre juridique qui a été défini par d'autres. Donc il est important de donner les moyens au CSA de pouvoir dire ce type d'insulte, vous avez une amende, ils savent le faire sur tout un tas d'autres sujets. Là je pense qu'on est, vous avez raison, un peu vierge sur ces sujets compte tenu de la dégradation de la civilité, de enfin je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas de l'impolitesse généralisée. On a un sujet qui, avec les plateformes, dont on n'a pas parlé, qui est la dimension culturelle, je dirais, des publics. Parce que le rapport à la cyberviolence en Asie, c'est pas pareil que le rapport à la cyberviolence en Europe et pas pareil avec la cyberviolence aux États-Unis, notamment dans tous les domaines de la liberté d'expression. Et on a un enjeu européen, parce que je pense que, à l'exception de quelques pays, je pense qu'on est tous assez d'accord, en particulier ceux qui sont à l'origine de la RGPD, c'est principalement la France, l'Allemagne et l'Espagne. Comme par hasard, il faut aller chercher dans l'histoire pourquoi la protection des données personnelles était un sujet. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et je pense que c'est pour ça que j'insiste sur le cadre européen, parce que eux, ils vont toujours vous dire que c'est ce qui prévaut, et c'est la vérité, c'est la nationalité de leur siège social. Et c'est parce que les règles, et quand vous lisez la RGPD, ou quand vous lisez plus exactement le Code de bonne conduite de 2016 avec la Commission européenne, il est écrit en toutes lettres que c'est à la liberté des plateformes d'agir. Sauf qu'elles, comme elles sont de droit extraterritorial par rapport à la France, sans représentant légal en France, elles font exactement ce qu'elles veulent. La seule façon de ne pas faire ce qu'elles veulent aujourd'hui, c'est les attaques à la réputation. Mais sur un plan juridique, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je pense que oui, c'est un... Mais là où vous avez raison, madame, c'est sur l'accessibilité, la compréhension par les enfants de leurs droits et des outils qui permettent d'exercer ces droits sans toujours avoir la caution des parents, parce que dans un grand nombre de cas statistiques, notamment dès lors qu'il s'agit d'images intimes, eh bien, quand on est une jeune fille de 12 ans et qu'on a transmis à je ne sais pas qui une image et ça ne nous fait pas plaisir et on imagine pour nos enfants, eh bien, on n'a pas envie forcément d'en parler à son père ou à sa mère. On peut en parler à son frère, à son professeur, à un interlocuteur de l'académie. Il faut arriver à trouver, c'est d'ailleurs ce que fait d'ailleurs dans la réforme de l'éducation nationale en 2019, il y a des ambassadeurs. Et donc il faut, sauf que je ne suis pas sûr que les enfants sachent ça encore suffisamment bien. Alors on démarre, mais il y a des ambassadeurs dans les écoles pour pouvoir aller parler de ces sujets. Donc ça c'est vraiment fondamental. D'où la nécessité d'une cause nationale, parce que ça mobilise quand même. Voilà. La cause nationale permettrait de faire connaître à la fois les numéros de téléphone, les procédures, absolument tout pour tous les usagers. Ce serait bien. Et on martellerait tout ça, les médias amplifieraient. Parce que les médias sont... Oui, le 39-19, souvenez-vous du 39-19. Je sais parce que chez Dentsu, on était à l'origine de la campagne de communication de cette affaire. Tout à fait. Bien, tous les médias ont joué le jeu. Tous les médias ont joué le jeu. On avait du 39-19 en permanence. Oui. Voilà. Hussein Bourgi a une question. Oui, très rapidement pour vous dire que parmi les informations que j'ai pu recueillir aussi, lorsqu'on est victime de cyberharcèlement, si la victime fait la démarche seule auprès des plateformes, que ce soit les applications Facebook ou autres, ou même auprès de Pharos, elle a beaucoup moins de chances d'être entendue et voir sa requête prise en compte que si elle est accompagnée par une association. Je pense à des choses très simples, des propos à caractère antisémite, à caractère homophobe qui sont déclarés par une personne ou portés à la connaissance par un chef d'établissement ou par des parents. En fait, ça met plusieurs semaines. Quand il y a réitération récidive, là, la décision est prise de contacter la police ou la gendarmerie qui va à ce moment-là orienter la victime vers une association. Et dès lors qu'une association rentre dans le jeu,
La plateforme qui a été assez silencieuse se mobilise immédiatement parce que les associations peuvent le mentionner dans leur rapport annuel. Je pense en particulier à des cas très concrets comme SOS Homophobie sort un rapport annuel et épingle des cas où que l'Union des étudiants juifs de France communique sur l'inaction des plateformes et des applications. Donc le fait d'être accompagné, ça aide à voir sa requête prise en compte. La deuxième chose que je voulais vous dire, puisqu'on a parlé d'ambassadeurs, justement j'ai été contacté par une structure qui s'appelle le Campus des ambassadeurs, le Campus des médiateurs, pardon, le Campus des médiateurs, qui est une association qui a été créée par des lycéens qui ont eux-mêmes été victimes de cyberharcèlement, qui apparemment sont agréés et siègent auprès de l'ONU. Ils m'ont dit qu'ils nous contacteraient prochainement, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, parce qu'ils sont très implantés, semble-t-il, en France. Le Campus des médiateurs. Je me permets de rebondir sur vos propos par rapport aux associations. Pour moi, c'est un drame. C'est-à-dire que s'il n'y a que les assos qui font bouger les plateformes, c'est quelque chose qui va mal. J'ai travaillé dans la fondation justement Google. Pourquoi on bossait avec les assos? C'est parce qu'elles disent de bien de nous. On les finance aussi, c'est des grosses sommes. Je n'ai pas les montants, mais moi, mon budget pour la France, qui n'est pas le budget global, c'était 5 millions d'euros donnés à des associations. Ça fait avancer les causes, mais ça permet aussi aux assos de dire merci Google, merci Facebook, etc. Bon, c'est du lobbying de bas étage, faut se le dire, mais ça fonctionne. Donc du coup, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si c'est que les assos qui font bouger les choses, les assos sont limitées financièrement, elles ont un cadre qui est quand même aussi limité aussi. Enfin, ça va pas quoi. Donc, est-ce qu'on crée une structure qui est étatique, qui permet de dire si ça vient d'eux, faut aller plus vite. En fait, ce que font les plateformes, c'est elles font à la tête du client. Je vous donne des exemples. On travaille aussi avec la Ligue de football professionnel, qui a pas mal de problèmes avec ses joueurs, notamment vis-à-vis du racisme et de l'homophobie. Comme c'est la Ligue, ils vont bouger plus vite que si c'était quelqu'un de lambda. Comme c'est e-enfance, ils vont bouger plus vite. Et ainsi de suite. Donc c'est que à la tête de l'entité en question. C'est pas normal. C'est pas normal. Là-dessus, j'ai juste une réserve, si vous permettez, c'est quand on parle de guichet unique, il ne s'agit pas de ne pas y associer les associations. L'idée, c'est d'un guichet unique qui, derrière, oriente vers des associations. Qui sont... Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes confronté à un problème d'homophobie à l'école, il y a une association qui en est spécialisée. Voilà, enfin spécialisée. Même chose sur l'antisémitisme, etc. Donc l'idée, c'est un guichet unique avec des acteurs aux horaires élargis, évidemment. Alors, est-ce que c'est le guichet unique, etc. Tout ça, et une définition assez claire du rôle de chacun et du périmètre d'intervention pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, il y avait une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, que j'ai oubliée, c'est sur la partie légale. C'est comment insérer un référé pour tout ce qui est de suppression des contenus, au-delà de ce qui existe aujourd'hui sur les contenus haineux, mais sur des contenus liés au cyberharcèlement. C'est pour ça qu'il faut introduire le cyberharcèlement dans la loi, parce qu'aujourd'hui vous avez sans doute la possibilité par un juge de faire supprimer un contenu sur un média, sur une plateforme, parce qu'il est contraire à la loi française sur l'antisémitisme, l'homophobie, etc., etc. Donc ça fonctionne. En revanche, comme on est sur des plateformes ou sur des espaces privés, il faut pouvoir l'intégrer. Donc il y a vraiment cet enjeu de l'inscrire dans la loi, un référé pour imposer aux plateformes de retirer un contenu s'il est avéré qu'il est offensant, même pour une personne privée, dans le cadre d'une discussion privée.